si j'avais eu un réseau à ce moment-là, j'avais même pu être juste conseillé par des personnes, j'aurais trouvé une solution. J'ai un peu peur de pas réussir à louer. Je me dis, ça doit être trop cher, je mets autour de 600 € la chambre. Et en fait, je tape 115 dossiers, je crois, sur la première journée. Un jour, on arrive en Sarthe, on tombe sur une bâtisse du 13e, 14e siècle. Tout est aligné. Je pense que ça va être le premier château sauvé grâce à Internet, quoi. Ouais. On avait un château qui demandait quand même 1,5 million de rénovation. Je sais pas si on se rend compte de la vitesse à laquelle les bâtiments ils se dégradent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Authentique où j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy. Jérémy, tu es déjà célèbre un petit peu sur la toile Il a du dit podcast. célèbre, carrément. Donc je suis super content. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi et avec toute ma communauté. Ça me fait super plaisir. Également, ravi d'être là et de discuter des sujets qui nous animent, à savoir super. l'IMO, la typique, les projets un peu Exactement. fous. On va avoir un bel échange, je pense. En plus, tu es en train de partir dans la typique vraiment à fond la caisse. Donc ça va être super cool. Comme d'habitude dans cet épisode, je vais te demander, je vais te laisser la parole, demander un petit peu de te présenter parce que notre audience, peut-être qu'elle va te découvrir pour certains d'entre eux. Qui est Jérémy? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? D'où il vient, etc. Et ensuite, on va creuser un peu tout ça. On en parlait juste avant, mon père est portugais, ma mère est polonaise. Ouais. Donc je suis un peu naturellement... j'ai grandi à côté de Disney dans le 77, à côté de Paris. Ok. Et du coup, un peu naturellement plongé dans le bâtiment sans trop de surprises. Portugais, polonais, ça surprise le bâtiment, quoi. Et du coup, des petits jobs étudiants avec mon père. Et après, le premier de la famille à pouvoir faire des études. Beaucoup de chance d'avoir trouvé un peu tardivement au lycée que ce qui m'intéressait, c'était le business. Ok. J'avais même jamais entendu, je crois que jusqu'en première, j'avais jamais entendu parler d'école de commerce. Ouais. Je savais même pas ce que c'était. Le job le plus élevé dans la pyramide du chantier, c'était architecte. Donc je croyais que j'allais devenir architecte. Que c'était le must du must. Exactement. Et après, j'ai appris qu'il y avait d'autres trucs. Et du coup, je suis allé en école de commerce. J'ai découvert qu'il y avait les parents de mes potes qui investissaient en faisant vraiment de l'optimisation, des choses, du LMNP, des trucs comme ça. Ok. Moi, mes parents, donc mon père est dans le bâtiment, donc naturellement, il y a eu un petit peu d'appartement, mais du crédit sur 10 ans à travailler le soir, le week-end et à jamais faire de pause pour se constituer un petit patrimoine. Mais quand même pour payer 55% d'impôts dessus. Oui. Voilà. Et en mode particulier, non formé, qui a voulu quand même faire un truc qui s'est décarcassé, mais Exactement. optimisé, quoi. Ouais, bien Ce qui fait que ça fait quand même des belles opérations, parce Bien que sûr. tu as des travaux qui sont faits à la mano, mais tu te fatigues, quoi. Ouais, tu te tues Voilà. au travail. Donc moi, je pousse du coup mon père à investir avec moi sur une colocation. Il veut pas, donc je la fais toute seule. Ils m'aident quand même pour les travaux, Ouais. mais il comprend pas le truc. Comment ça, 4 personnes, mes oncles qui me disent mais ils vont te détruire ton appartement. Ouais, c'est l'ancienne génération, quoi. C'est pas pareil. Ah, mais ouais, c'est clair. Et du coup, je démarre après avoir bossé en start-up où j'ai un peu voyagé. Ok, donc et toi, tu fais tes études, ensuite tu démarres dans une start-up. ouais, je Ok. démarre. Alors, j'ai fait quelques mois chez Google. J'étais un partenaire Ok. Google, à San Francisco notamment, Ah, à oui, t'as bossé Milan, aux US, toi. à Milan, à Paris. Ouais. Ah ouais, la vache, t'as fait pas mal d'international. Et c'est à San Francisco que je découvre une autre boîte qui s'appelle Millpal dans la food tech. Ouais. Que j'arrive à les convaincre de lancer Paris. On lance Paris pendant 1 an. Et après, ils m'envoient lancer Singapour, travailler à Londres. Ok. Et à chaque fois, je suis en coloc. Donc, je vois un peu le modèle, tu vois. Ouais. Je vois les trucs qui vont, les trucs Tu qui l'as vont pas. consommé toi-même, ouais. Et ça me donne envie d'en faire une en France, à Paris, du coup. Ouais. J'en fais une pas très loin de chez mes parents, du coup, dans le 77. 77, ouais. Et ça me plaît grave. Vraiment. Ça, c'est la première que tu fais? Ouais. Du coup, quand tu l'as commencé, le site, t'es quoi? T'es encore en CDI? T'es comment? Je viens de clôturer mon CDI. Tu viens de le clôturer? Ouais. Et j'arrive à faire passer ça 2-3 mois après. Ouais, ça passe encore. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fini en mars, j'ai signé en juillet et j'ai réussi à me débrouiller Ouais. pour pas donner les justifs, quoi. Ouais. Et on est en quelle année là pour ce site? On est en 2019. 2019, ok. Donc première coloc dans le Val-de-Marne, du coup. C'est ça, dans la Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. C'est juste à côté, en effet. Ok. Et j'adore le process. À la fois rechercher, discuter avec les agents, Ouais. faire les travaux, ensuite trouver les locataires, trouver un positionnement, quel est le niveau de gamme que tu veux apporter. Ouais. Je fais quelque chose de... c'est une ville où
ça coûte 2000 euros du mètre, donc tu vas pas non plus faire des trucs hyper haut de gamme. Ouais. Mais dans les travaux, tu fais des trucs vraiment bien. Un truc propre. Tu as des vrais espaces. Tu vois, je suis vraiment à contre-courant d'autres personnes d'ailleurs à qui je parle, qui me disent non, mais moi, je mets pas de salon, je mets un salon de 15 mètres carrés. Je me dis non, écoute, moi, dans 90 mètres carrés, je mets 4 chambres de 10 mètres carrés 4 chambres, ouais, dans un et 90, ouais. 40-50 mètres carrés d'espace commun Ouais, je où suis vraiment d'accord avec toi, ouais. tu fais un beau truc. Tu mets combien de salles de bain toilettes, toi, pour une coloc de 4? Un pour deux, c'est pour deux. Ouais, en général, je suis sur ces ratios-là. Ok, intéressant. Et du coup, en fait, ça marche hyper bien. J'ai un peu peur de pas réussir à louer parce que je me dis, ah, ça doit être trop cher. Je mets autour de 600 euros la chambre. Et en fait, je tape 115 dossiers, je crois, sur la première journée. Ouais. Et je dis, ok, bon, a priori, il y a un truc. Il y a un marché, quoi. Il y a un vrai marché. Ouais. Et ça me donne envie d'aller plus loin, d'en faire une autre. Donc là, je suis vraiment indépendant. Maintenant, j'ai plus vraiment plus de job. Full time dessus, ouais. Je me mets en full time dessus. Pas de taf, ouais. Je trouve un terrain qui à Noisy-le-Sec, à 10-15 minutes de Paris. Ok. Et on se décide. Cette fois, mon père, du coup, voit les chiffres et il dit ah oui, c'est pas mal. J'avais acheté 168 000 euros. Avec les travaux et les frais, ça m'avait coûté 205 000, je crois. La coloc, tu veux dire? Ouais, la coloc. Et donc tout en levé de crédit, quoi. Exactement. Ok. Crédit à l'époque à 1,20. Ouais, bah, c'était magnifique. C'est les temps de glorieuses, là. Ouais. et 4 chambres à 600 euros, quoi. Donc tu faisais 2400 euros de loyer. Ouais, t'as une belle Donc, marge. elle était belle. J'ai pu du coup lancer, entreprendre avec. J'avais 2 à 3 ans de différé. 3 ans, je crois. 36 mois de différé. C'est beau. Et du coup, j'avais 1500 euros de cash flow pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ouais. Ça te fait un vrai revenu, quoi. C'est un revenu pour faire tout ce que tu as envie. Bah ouais. Vraiment. Et après, bon, faut pas oublier, hein, la rente, ça n'existe pas. Ouais. Tu as la fin du différé. Tu as le début des impôts aussi. Ouais. Parce qu'en fait, début des emmerdes ou pas aussi? Début des emmerdes, pas tant. Pas tant, Non, hein? ça va. Non. Jusque-là, j'ai pas eu de grosses emmerdes. Ok. Les récentes emmerdes, c'est là, tu vois. Ouais. D'ailleurs, je viens d'avoir une locataire qui est partie, qui est arrivée le 1er octobre 2019. Elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Et donc, elle vient tout juste de partir. Ouais, comme quoi, c'est pas tant de turnover, forcément. Ma moyenne, c'est 1 an et demi, 2 ans. Non, Voilà. Mais ce qui, franchement, se fait. Ouais. Et là, par contre, j'ai tous mes électroménagers qui sont tombés en panne d'un coup. Ah merde. Dans 2 colocs que j'avais achetés à peu près au même moment. Ok. Et donc, c'est là que tu vois l'obsolescence programmée. Bah ouais, c'est Évidemment, c'est des garanties de 5 ans. Donc là, ça fait 5 ans et. Oui, bah voilà, ils ont 3 lâché mois. juste après, quoi. Ouais. Donc tout est lâché. Four, lave-linge, sèche-linge, Ah ouais. tout est HS. Ah, ça te fait un petit billet à remettre. Donc là, il faut juste que il faut que je trouve les personnes et tout. Ouais. Ouais, parce qu'elle était vraiment autonome, elle se gérait bien. Bref. Ouais. Et je me lance du coup sur ce projet un peu plus ambitieux. Donc le terrain. Le terrain qu'on signe avec mon père. C'était 2 terrains à 250 000 euros. On négocie 400 000 les deux. Ils sont collés. Ça nous permet de construire sur 3 étages. Ok. Pour faire 2 co-living de 12 chambres. Donc un grand co-living de 24 chambres. Avec un espace commun énorme, billard. On hésitait même à mettre un gardien, quelqu'un qui était sur place pour s'occuper de tout et tout. Comme au château, là, j'ai vu. Comme au château. On va en parler. On va parler du château. Et en fait, là, je passe 10 mois à étudier les PLU, discuter avec la mairie, parce que c'est des sujets où tu rentres vraiment dans aucune case quand tu ouvres un co-living. C'est de la promotion, là, c'est plus rien à voir. Aussi, ouais. Construit, là, du coup. C'est même plus de la réno, là. C'est plus de la réno. Ouais, c'est ça. Mais c'est passionnant. Honnêtement, j'aime toujours le truc. J'y crois. Les chiffres sur le papier, ils sont vraiment, vraiment intéressants. Globalement, c'est à peu près ce que je faisais avec ma coloc dans les ratios. Sauf que là, Mais en très grande échelle. Là, t'en fais 24. Ouais, voilà. 24 chambres d'un coup. Ouais. Donc, je quitte à le faire, tu vois. En fait, ça va me prendre quoi 2 fois plus de temps que de faire la coloc en termes de charge de travail. Bien sûr. Et je vais faire 5 fois l'équivalent en loyer, quoi. Et il y a le Covid qui arrive. J'avais un financement quasi signé. Depuis le début, c'était chill avec le banquier qui était. Ouais, parce qu'attends, un truc comme ça doit coûter un bras, non? Ouais, et je me suis. Tu as fait 400 000 de terrain, donc c'est déjà un beau projet. Ouais. Après, monter un bâtiment de 3 étages comme ça, 12 chambres, t'en as pour combien monter ça? T'en avais pour 6 ou 700 000 euros. Ouais.
Ah, c'est un projet qui dépasse les 1 million là. Ouais, et à l'époque, c'était 1,2 million, je crois, 1 le million. projet, et je pense Ouais. qu'on aurait dépassé. Ouais, Euh, ouais, un petit peu. mais voilà, mon père, il avait déjà construit, il se sentait de le Ok. faire Ah oui, d'accord, et c'est lui. d'encadrer le truc. Ok. Donc, non, le gros problème, ça a été le financement, Ouais. qui finalement, avec le directeur de la banque avec qui on s'entendait hyper bien, il part de la banque. Le nouveau, il suit, il y a une bonne passation parce que le gars enfin, le directeur de la banque venait du même, la femme du directeur venait du même village que mon père, Ok, d'accord. au Portugal, tu sais. Donc, tu Ah oui. présentes des projets à plein de banques, tu finis par avoir l'alignement des étoiles. Hmm. Et là, en fait, il part, il fait une passation, le gars, il suit, mais il tombe en dépression. Ah ouais. Et là, tu as un nouveau qui arrive, et il n'y a plus Et lui, de. il suit plus du tout. Voilà, Il vient il plus suit du plus même du tout. village, lui, c'est Et fini. bizarrement, parce que c'était 300 habitants, tu sais. Ouais, c'était vraiment pas de chat, quoi. Du coup, je perds le financement. Euh, on se retrouve à devoir, heureusement, parce que le Covid arrive et qu'en fait, plus personne prête. Hein. Ouais. Pendant quelques Oui, semaines, bah plus là, oui, personne c'est très prête. compliqué. Ouais. Moi, j'arrive à renégocier le terrain à 280 000 euros. Ok. Ah ouais, ça Parce fait qu'il une y a, petite négo, là. parce qu'en fait, là, il y a Covid. Ouais. Et c'est la fin. Moi, c'est ça qui me fait réaliser que c'était la fin du monde, quoi. Ouais. C'est qu'il y a un gars qui voulait vendre un terrain 500 000 euros, négocier 400, il a accepté. Là, il y a le Covid qui arrive, 280 000. C'est un peu ma dernière option, en me disant peut-être qu'avec 120 000 balles de moins, je finis par trouver une banque qui suit. Ouais. Et en fait, j'y arrive pas, quoi. Mais le gars accepte à 280 Ouais. quand même. Parce que justement, c'est le Covid. Parce Il que se c'est dit, le je vais Covid. pas m'en débarrasser pendant X temps, quoi. Mais c'est même pas X temps, c'est que ça se trouve, c'est la fin du monde, en fait. Vraiment, je me Ouais. souviens de parler avec lui, et il était là en mode vite, je le donne avant la bombe Ouais. nucléaire, tu vois. Ouais, d'accord, ok. C'était un complotiste, quoi. C'était vraiment. C'est un peu ça. Ouais, d'accord, ok. Et je finis par pas trouver de banque malgré ça. Ah ouais. Ouais. Et là, j'ai un petit déclic. J'avoue, je me dis, bon, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai appris, bon, je vais finir par. J'essaye de refourguer le projet à quelqu'un qui a du financement. Ouais. Et je me suis vraiment dit, si j'avais eu un réseau à ce moment-là, si j'avais connu des gens dans l'immobilier, Mhm. que j'avais même pu être juste conseillé par des personnes, j'aurais trouvé une solution. Ouais. Parce que là, on avait un terrain, je pense qu'aujourd'hui, ce terrain, il doit valoir 1 million d'euros. Là, c'est même sûr, Ouais. voire plus. Avec l'augmentation Ouais. du. Parce qu'il n'y a pas de terrain à 10 minutes de Paris où tu peux construire 600 mètres carrés. Ça habitable comme ça. Voilà. Et du coup, j'ai ce déclic de me dire, ok, en fait, je suis pas formé. J'ai pas de réseau sur le sujet. Je me tape tous les podcasts existants sur l'immobilier. J'arrive vite au bout. Et là, je me dis, bah, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de relancer un podcast. J'ai écouté un podcast qui s'appelait Investimo Club de Bruno Racco, qu'on salue. Ouais. Et j'essaie de contacter Bruno. J'ai pas de réponse. Je lui dis, bah, écoute, si j'ai pas de réponse, moi, je lance un podcast. Et en plus, ton concept, il est stylé. Donc, je vais reprendre quasiment la même chose. Je vais faire la même chose. En fait, le concept, finalement, c'était des interviews d'investisseurs. Ouais. Ce que j'aimais, c'est qu'ils rentraient dans les chiffres, beaucoup. Ok. Et tous les autres ne rentraient pas dans les détails des chiffres. Et du coup, j'ai démarré. Je me suis rendu compte que les invités, ils acceptaient beaucoup plus facilement que je pensais. Ouais. Ça, c'est un peu le life hack du podcast. Alors que pourtant, pour qu'on ait un contexte, tu débutais dans le monde du podcast, même quoi, ça passe par tes réseaux sociaux, t'as pas d'abonnés, t'as pas de followers, t'as rien de tout ça. 0 abonnés, 0 followers. Tu les attires comment, du coup, ces personnes? Comment tu montes le truc pour que ça prenne? J'ai même quasi 0 expertise en immobilier, tu vois. Ouais, c'est un scam. Hein, parce qu'au final, t'as fait une coloc parce que le projet n'a pas vu le jour. Exactement. Du coup, donc J'ai une coloc. Ouais, t'as une coloc en CV, quoi. Et en fait, t'envoies le message. Tu vises des gens ambitieux. Ouais. Enfin, tu es ambitieux toi-même pour essayer d'aller chercher des gens, soit des gens qui ont des expertises incroyables, soit des gens qui sont connus et influents et qui vont pouvoir t'aider à faire grandir ta communauté. Et je shoot. Pour le coup, j'avais été commercial avant, en start-up, et ça aide. Dans cette boîte américaine, mon boulot, c'était d'aller taper à des portes de resto, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'en faisais 25 par jour. Je me prenais 23 bâches. Ouais, bah ça c'est le jeu, hein, c'est ça. Et ça t'aide pour le coup à c'est une de tes accepter, forces, quoi. Ouais, bien sûr. Donc du coup, je contacte des gens. Mais étonnamment, tu vois, mon deuxième invité, c'est le fondateur de Big Fernand, les burgers. Ah ouais. Qui à ce moment-là était le burger le plus livré d'Europe.
et pour parler de la stratégie IMO du groupe, quoi. Pour parler IMO, c'est ça. Ta Ouais, cible au début, c'est vraiment de parler IMO. Tu veux pas parler trop d'entrepreneuriat, de business je ou me dis IMO IMO directement. direct? Ok. J'écoutais des podcasts entrepreneuriat, je me disais, voilà, ils ont déjà pris leur créneau. En IMO, il y avait quelques podcasts qui se détachaient, Ouais. mais il y a encore de la place. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a de la place sur plein de sujets, Ouais, bien sûr. à condition de choisir le bon niveau de niche. Aujourd'hui, tu peux lancer un podcast sur l'IMO. Si j'avais à conseiller quelqu'un qui se lançait, je lui dirais, bah, fais de l'IMO, tu vois, fais de l'IMO de luxe à Bordeaux, par exemple. Ouais. Tu fais ça, bon, bah voilà, tu auras ta niche, tu te lances, et après, tu pourras élargir plus tard. Et Intéressant. en 2020, tu pouvais lancer un podcast IMO et avec de la régularité, des bons invités, des bonnes questions, tu finissais par percer, quoi. Ouais. Mais ça, à aucun moment, je pensais que le podcast deviendrait mon activité principale et que je gagnerais de l'argent avec ce truc. Ouais. C'était vraiment pour rencontrer des gens et pour me former, quoi. En fait, j'ai toujours été un peu. J'ai toujours du mal à investir l'argent que je gagnais. Ouais. Je l'investis dans des trucs, dans l'immobilier, etc. Mais investir dans des formations, investir sur moi-même, Ouais. investir dans mon confort, etc. Ça a été un blocage pendant longtemps Mhm. que je pense, réussi à combattre même ces derniers mois plus Ok. qu'autre chose. Ouais, donc c'est récent, quoi. Et du coup, bah, je voulais même pas payer une formation à 3 000 euros, ce que j'aurais peut-être dû faire avant de faire un co-living de 24 chambres, tu vois. Ah, c'est comme ça aussi que derrière, tu as des déclics et que tu C'est finis ça. par passer le cap, ouais, bien sûr. Et voilà, et le podcast se lance. Et grâce au podcast, du coup, bah, je vis de cette passion de l'immobilier. Mais ça te prend longtemps? Ça me prend. Apprendre, je veux dire, une fois que tu le lances, parce que moi j'ai un million de questions. Tu te dis, je le lance, mais tu fais quoi? Tu loues des studios, tu achètes déjà de l'équipement parce que tu crois en ton projet, tu investis de l'argent, tu t'es comment À ce moment-là, je vis avec ma copine dans 11 mètres carrés, Ouais, dans le 17e. ok. Donc, salle de bain comprise, hein. Ouais, je vois le Autant délire, dire ouais. qu'il n'y a pas la place pour un studio de Ouais. podcast. Ah, sinon, ouais, c'est compliqué, ouais. Mais à côté de chez moi, il y a les studios de Cosa Vostra, Mathieu Stéphanie, Ok. Génération Do It Yourself, pour ceux qui écoutent, qui est aujourd'hui le plus gros podcast business en France. Ouais. Et du coup, je lui envoie un message aussi, et je lui parle du projet. Et Mathieu me répond, qu'on salue aussi, bah, en fait, si tu veux venir au studio quand moi, j'enregistre pas, avant 9h ou après 18h, bah, je te donne les clés, quoi. Ok. Et j'enregistre pendant 1 an et demi, je crois, chez Mathieu. Ah ouais, trop cool. Ouais. Et il m'a jamais rien demandé en retour. Ah ouais, Et, c'est incroyable ça. et ça, c'est incroyable. Et j'adore ce côté du podcast qui est encore hyper bienveillant. Alors, maintenant, maintenant, je vis sur une péniche avec des youtubeurs. Je connais je sais comment ça fonctionne, un peu le monde de YouTube. C'est moins bienveillant Oui, qu'est-ce oui, qu'est le oui, podcast bien encore sûr. aujourd'hui. Ouais. Et du coup, voilà, bah, je suis aidé sur cette partie-là. Ok. Et petit à petit, je poste un peu au début que de l'audio, puis un peu de vidéo sur les réseaux. Ouais. Et je finis par, au bout de 6 mois, je crois, être contacté par les premières marques Ah ouais. qui sont intéressées par passer sur le podcast ou le sponsoriser. Et c'est quoi que tu appelles les premières marques pour qu'on se situe un petit peu? Il y a une petite marque d'investissement clé en main D'accord. Ok. qui n'existe plus aujourd'hui, euh, qui finit par... elle était lancée par un grand groupe qui s'appelait Colocataire, qui faisait de la coloc clé en main. C'est un gros groupe. C'était Ouais. le premier épisode du podcast d'ailleurs. Ok. Et en fait, c'est ça la force en fait. Je découvre que oui, tu vas chercher de la valeur sur ton audience, mais tu vas chercher beaucoup de valeur auprès de tes, de tes invités Ouais, en bien fait. sûr, ouais. Et c'est vraiment le double hack du podcast, c'est ça, Ouais, quoi. c'est ce qui fait que c'est incroyable le C'est ça. podcast. En fait, Moi même qui si, est tout nouveau dans le podcast, j'apprends tellement de choses avec les guests, c'est ouais. incroyable, c'est Et même exceptionnel. s'il n'est pas écouté ton podcast, Ouais, mais en moi, il fait, ça m'aura se trouve, pas été tu branches inutile. pas les caméras, tu branches pas les Ouais, micros, ouais, c'est et ça. c'est juste une bonne excuse pour C'est une rencontrer bonne des gens, excuse, quoi. tu vois des gens, tu parles, tu réseautes, tu vas boire un verre en Ouais. off une fois qu'on n'est plus en caméra, et c'est exceptionnel, tu développes ton réseau, c'est incroyable Ouais. le podcast pour ça, exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui savent pas faire des rendez-vous, des rendez-vous, qui savent pas faire des réunions, qui se posent même pas. Tu vois, ils arrivent, ils font une réunion, ils se sont même pas posés la question de quel était l'objectif, de quel était le truc. Au moins, dans le podcast, tu as toujours cette petite démarche de t'être intéressé quand même à la personne, Bien d'avoir sûr. préparé quelques questions, de savoir Sauf où est-ce moi. que tu veux aller. Sauf moi, je... Non, mais ça, c'est parce on a beaucoup de sujets en commun. Voilà, c'est ça, Et exactement. du coup, en fait, tu te retrouves à avoir des gens qui lancent des podcasts et qui, au bout du 2e ou 3e épisode, ont signé des contrats avec ces gens-là pour leur business et Bah tout. ouais. Et c'est suffisant. Et ils le faisaient pas ça avant. Qui dans son business se dit, allez, chaque semaine, je vais rencontrer une personne importante de mon écosystème. Ouais. Si tu fais ça pendant 6 mois, Non, mais c'est une t'es vision. sûr Ouais, bien sûr. qu'il va se passer un truc bien dans ta vie, en fait. Ouais. Il y a pas de...
Et je pense qu'il n'y a pas d'autre issue, quoi. Ouais, ça, c'est Et, une vision qui est intéressante. et voilà, du coup, ouais, les marques, donc c'est ça, c'est des assurances, Ok. c'est du, C'est des- tout ce qui tourne du, autour un petit peu de du du mobilier, mobilier. ouais, Ok. du crowdfunding, Ok. de la banque, de l'expertise comptable. D'accord. Voilà. Et après, je finis par me dire, ok, je vais trouver les 5-6 meilleures boîtes sur chacune de ces catégories. Et là, je vais les contacter, je vais Tu vas faire les une démarche démarcher toi-même. active Ouais, bien sûr. pour que les sponsors qui soient sur mon podcast soient les meilleurs Ouais. et que je puisse proposer à la communauté des deals, etc. Et depuis, voilà, je vis de mon podcast, Ok, incroyable. de l'immobilier. J'aide des gens à lancer leur podcast aussi, en formation, des accompagnements Mhm. vraiment clés en main. Et c'est un énorme kiff, je pense que c'est le meilleur métier du monde. Ouais. Je suis pas ouvert au débat. Je suis pas ouvert au débat. Je changerai pas d'avis. Et aujourd'hui, donc le podcast, ça fait un bail. Ouais. Et c'est quoi en termes de chiffres un petit peu justement ce podcast aujourd'hui? C'est un podcast qui fait 60 000 écoutes par mois sur les plateformes audio. Et tu sors un épisode toutes les semaines, toi? Ouais. Ok. Un épisode par semaine. Dans le podcast, c'est voilà, les immenses podcasts type Génération Do It Yourself, c'est l'équivalent de 600 000 écoutes à peu près. Après, tu as 95 ou 99% des podcasts qui font moins de 1000, 2000, 5000 écoutes. Ouais. Et du coup, sur le marché IMO, on a réussi à hisser, ça fait un bail en première position. Et maintenant, je suis en train de développer un petit peu YouTube. Donc, il y a une chaîne Jérémy Nabet sur YouTube où on va essayer de faire un peu des contenus différents. Et ça peut te permettre de un peu passer un cap. Parce que là, à 60 000 écoutes, je pense que je touche une grande majorité d'investisseurs IMO. Tous les investisseurs IMO qui écoutent des podcasts, ils sont un petit peu dans le truc, ils sont au courant que ça existe. Oui, ils sont tous au courant. Maintenant, il faut pouvoir aller chercher des choses peut-être un peu plus divertissantes, sympas, qu'on va faire en 2025, quoi. Incroyable, incroyable. Ouais, sacrée histoire, ça. Et du coup, tu t'accompagnes maintenant les gens qui veulent lancer leur podcast. Ouais, c'est ça. Ouais. Au début, on faisait de la production clé en main pour des marques. Ouais. On s'est rendu compte que les podcasts de marques vraiment brandés, les gens ne les écoutaient pas. Ok. Il faut vraiment que ce soit porté par une personne qui ait une figure, qui ait une authenticité. Et donc, il y a certaines marques qui nous ont suivis et qui ont eu l'intelligence de faire porter le podcast par quelqu'un en interne dans leur boîte. Ouais. Mais c'est pas facile pour toutes les boîtes de se dire ah bon, on va pas lancer le podcast de EDF. Ouais. On va devoir lancer le podcast de Émilie qui est directrice marketing de telle entité. Alors que c'est exactement ça qu'il faudrait faire. Bah ouais. Et petit à petit, en fait, on s'est mis à accompagner de plus en plus d'entrepreneurs qui le faisaient, qui n'avaient pas forcément 1000 euros par épisode à mettre, parce que pour une boîte, c'est à peu près entre 1000 et 2000 euros une production d'épisodes de podcast. Ouais. Et on Ça s'est coûte dit, cher, hein, ouais, hein. de faire un podcast. Les gens s'en rendent pas compte. Ils se disent, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se disent, bah voilà, un podcast, c'est rien, il s'assoit devant une caméra, il la poste. Ça coûte, mais ça coûte très cher quand même d'organiser et de structurer un podcast de façon régulière. Et nous, du coup, on a développé une méthode pour apprendre aux gens à lancer un podcast qui génère vraiment des résultats, tu vois, et qui leur coûte pas une blinde. Donc, c'est du studio chez soi, c'est comment tu fais finalement des shorts qui te coûtent pas trop cher, quel matériel t'achètes, et surtout comment tu le promeus sur les réseaux pour qu'il soit découvert. Le podcast, c'est pas du tout, il n'y a pas de viralité sur le podcast. Non, c'est pas le but. Quand tu lances ton épisode, si t'as pas tout un mécanisme pour le faire connaître, ton podcast, il va être très peu écouté. Ouais. Après, l'avantage, comme on disait, c'est que même avec les invités que tu as sur le podcast, bah, ça permet déjà de rentabiliser, entre guillemets, bien sûr, le produit. Et après, si tu mets en place les bonnes méthodes, là, tu vois une courbe assez exponentielle qui se crée sur l'audience, quoi. Ok, super, super intéressant. Donc ça, l'aventure est partie, est en plein boom actuellement, entre guillemets. Donc maintenant, tu vis de ça principalement. Ouais. Mais en parallèle, tu continues à faire de l'IMO, j'imagine? En parallèle, je continue à faire de l'IMO, notamment avec les invités, finalement. Ouais. Ah ouais? Quand il y a des invités donc je rencontre Martin, le fondateur du Bivouac, sur le podcast. On commence à visiter des châteaux le week-end. Donc là, pour qu'on se resitue, tu as toujours ta première coloc, le terrain c'est fini, et le prochain c'est la visite du château. Tu refais pas d'investissement? Non, j'ai une deuxième coloc. Ah ouais, tu fais une deuxième coloc entre temps, sur des chiffres à peu près similaires. À peu près similaires. Ok. Après, tu fais solo ça aussi? Avec mon père. Avec ton père. Ouais. Ok. Il finit du coup par. Il finit par quand même accepter de faire avec moi. Et après, en fait, je me retrouve avec zéro bilan comptable, entrepreneur, et je galère à lever.
Vraiment, c'est compliqué après cette deuxième. Et du coup, j'ai fait de l'investissement clé en main pour des potes. Et que les auditeurs se situent, parce que j'aime bien les chiffres, moi aussi. Ouais. Tu es à combien d'encours à peu près après ton deuxième pour qu'on se rende compte à quel point ça devient dur là de lever de la dette? Bah, j'ai un premier crédit à 800 euros. J'ai un deuxième crédit par mois, donc Ouais, 200 000 200 levés. 000, ouais. J'ai un deuxième à 230 000 levés, Ok. pour 1000 euros par mois. Donc tu es un petit peu moins d'un demi-million de dettes. C'est ça, Mais vu que tu es entrepreneur, que tu n'as plus de salaire, que tu n'as plus rien du tout, exactement. ça devient compliqué. Ouais. Ouais. Ok. Et il s'avère que je continue quand même à avoir des deals qui passent, surtout dans la zone où j'ai investi. Hmm. Et je trouve ça vraiment dommage quoi, de pas pouvoir les saisir. Ouais, bien sûr. Pareil, à ce moment-là, j'ai pas encore mon podcast. Et en fait, je sais pas aller faire une demande de dossier bancaire. Je le fais n'importe comment. Je pense Ouais. qu'aujourd'hui, j'aurais pu, en fait, Ouais. avec les bonnes sociétés, avec les bons conseils, avec les bons contacts, évidemment que j'aurais pu acheter 10 colocs, quoi. Ouais. Et je crois que je me lasse un peu vite aussi. Mais du coup, je le fais pour des potes quand même. Donc, je trouve des apparts, je les négocie pour mes potes Ok. qui sortent d'école aussi, qui ont envie d'investir. Mon père fait les travaux, ma copine fait la déco, ma sœur fait la gestion locative. Ok. Aujourd'hui, c'est ma petite sœur qui gère mes appartements. D'accord. Ok, cool. Et en fait, on se fait, ouais, on a une bonne trentaine de chambres à peu près au même endroit, ce qui Ok. permet de mutualiser femmes de ménage, Ouais, bien etc. sûr. Hein. Ouais, c'est Et ouais, donc ça a été une petite activité aussi ok. en parallèle. Avant, en effet, du coup, le château qui est le projet d'après. C'est le troisième projet qui Ouais, arrive sur la table pour toi. Ouais. c'est Ok. ça. Le troisième projet qui sera finalisé. Il y a plein de tentatives Bien sûr. Ouais. qui ne naissent pas. Et pourquoi, du coup, moi j'ai envie d'en parler un petit peu de ça. C'est quoi ces tentatives? Pourquoi elles vont pas au bout? Parce que je suis exactement comme toi, on voit toujours les réussites, mais moi aussi dans ma vie, j'ai dû signer, je sais pas, peut-être 3 ou 4 compromis d'immeubles, de choses comme ça, qui n'ont pas vu le jour pour Ouais. faute de financement. Tu t'aperçois que tu as peut-être été vite en besogne et que c'est pas si rentable que ça, etc. C'est quoi un petit peu, toi, les choses où tu vas, tu t'essayes? Parce que souvent les gens ont l'impression qu'on réussit tout, quoi. Ouais, complètement. Il y a eu d'autres colocs où j'ai pas réussi à me faire financer. Ok. Et du coup, j'ai pu passer à des potes. Ouais. Il y a eu le gros co-living. Il y a eu une péniche, un moment que je voulais acheter. Finalement, aujourd'hui, je loue la péniche parce que beaucoup de charges et Ouais. pour plein de raisons. Ok. Mais je suis constamment. Il y a eu pas mal de Airbnb atypiques aussi. J'ai grandi à côté de Disney et c'est un bel endroit pour le faire. Même Bien les sûr. prix ont un peu monté, mais ça reste sur des petits villages à une demi-heure de Paris. Tu peux faire des trucs chouettes. Ouais. Mais une demi-heure de Disney, pardon, tu peux faire des trucs chouettes. Et donc, ouais, des petites maisons, petits immeubles autour de ces endroits-là, où je finis par pas le faire parce que je trouve le truc qui bloque, tu vois. Ok. Typiquement sur du Airbnb atypique proche Disney, j'avais signé le compromis, etc. Et je contacte la mairie pour commencer un peu à discuter de ces choses-là. Il n'y a pas de règles qui interdisent le Airbnb, mais je vois aucun Airbnb dans cette ville. Et je trouve ça un peu bizarre, quoi. Ouais. Je finis par voir qu'en fait, il y a une politique interne écrite nulle part où ils veulent pas de Airbnb. Ils veulent pas tu de vois. Airbnb. Voilà. Donc là, tu rentres dans un truc où ils te disent oh ouais, tu peux lancer ton Airbnb, tu verras ce qui arrive, quoi. Tu verras, ouais, Ouais. d'accord. Ok. Et t'as pas envie d'en T'as pas envie d'en arriver là, ouais, c'est ça. Donc, Même si les PLU packages. l'autorisent et tout, Ouais. tu le fais pas. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une guerre que tu gagneras pas probablement. Exactement. Ouais, ouais. Moi, ça me tentait bien de faire un Airbnb à thème, un peu jungle, avec Ouais, du ouais. filet, des trucs. C'était un truc un peu en hauteur. Pour un appart familial, j'avais regardé pour faire. Disney, c'est incroyable. Ouais, ça c'était pas mal. Ouais, ça va être incroyable. Je me dis qu'à côté des zoos, il faudrait faire ça aussi. Ouais. Il y a une opportunité Bah, sur des grands zoos. mais Sud Trouglo sont à 600 mètres d'un gros zoo, Ouais. gros bioparc, un des plus gros d'Europe. Et Ok. franchement, ça fonctionne. Ouais, ok. Ça fonctionne de fou. Hein. Voilà un peu les petits projets qui n'ont pas marché. Ouais, intéressant. Je rencontre du coup Martin sur le podcast, qui est un gars avec qui on s'entend hyper bien. Il avait envie d'acheter un hôtel à ce moment-là. Moi, je réfléchissais plutôt à un domaine pour faire des mariages, des séminaires, etc. Donc, plutôt de l'événementiel là. Ouais. On compare les business plans, on se rend compte que sur l'événementiel, il y a un peu moins de gestion humaine Ouais. et que ça peut bien tourner. Et on fait des visites ensemble. Donc là, on a notre bâton. On arrive dans des forêts, dans des terrains, des trucs incroyables. Moi, la question qui me vient, c'est tu rencontres Martin via un podcast? Ouais, il vient sur le Ouais. podcast. Et
à partir d'un podcast, vous arrivez à sympathiser au point de se dire: «On va investir dans un truc qui est quand même assez monstrueux», parce que ça soit domaine, château, peu Ouais. importe, hôtel, on parle d'un projet qui est quand même relativement conséquent. La confiance arrive à se faire, ça se fait tout de suite, vous vous revoyez et cetera. Comment on construit? Parce que souvent, j'ai beaucoup de personnes, pourquoi je te pose cette question? Ouais. Tu sais, on fait tous des apéros IMO, des choses comme ça, où on essaye parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire des CI, qui veulent s'associer et souvent ils disent: «Bah ouais, mais j'arrive pas à lier autant de confiance de là à mettre des billes financières avec une personne». Comment toi, t'en arrives à aboutir là? C'est une très bonne question. En effet, on se revoit, on prend des verres ensemble. Je passe sur son podcast aussi, Ouais, il avait un podcast IMO avec Bivouac et on voit qu'il y a un alignement de valeurs, on voit qu'il y a une complémentarité ouais, et on partage la même folie, pour des projets un peu dingues, quoi. ouais, Et il en faut vraiment pour se lancer dans ce truc-là. ouais, bien sûr. Et donc complémentarité, parce qu'il a fait l'ESTP, l'école du bâtiment. Il a une tête très bien faite, hein. Il a fait aussi MIT, Mmh. MIT, Harvard, ESCP aussi. Enfin, il a fait des belles études. Euh, et il a cette partie vraiment process, Ouais, productivité, il est solide, quoi. hyper solide. Mmh. Moi, à côté, je suis plutôt un esprit créatif, Ouais. où je trouve des idées, j'ai envie de pivoter tous les 6 mois, ce qui peut être Chapeau. ce qui peut être un avantage et Ouais, un ouais, inconvénient. bien sûr, hein. Et du coup, ça marche bien. Et au lieu de se voir 10 fois à prendre des cafés, on se dit, bah tu sais quoi, on va apprendre à se connaître sur les visites. Parce que ça va être long. OK. Ça va être long de faire des Ouais, bien sûr. visites et de trouver la pépite. Et c'est vraiment, on part, on prend la voiture le samedi matin, et on va en Normandie, visiter une abbaye en ruine, et on se balade là-dedans, on se marre, Ouais, ouais, on incroyable. finit bloqué. On arrive une fois dans cette abbaye en ruine, on se gare en face. Et là, alors pour le coup, l'agent immobilier nous avait dit qui viendrait pas nous faire visiter. Je pense que c'est le truc, il est listé depuis, Ah ouais, oui. depuis 5 ans. Je pense qu'il en a marre d'avoir des touristes qui viennent Qui visiter viennent et que ça donnera rien, ouais. parce que c'est magnifique. C'est une ruine, mais c'est magnifique. Des arches, des Ouais. trucs. C'était l'abbaye de Cerisy-Belle-Étoile. C'était l'abbaye de Belle-Étoile. Même le nom, il est trop stylé. Ouais, il est très stylé, ouais, j'avoue, c'est très, très stylé, ouais. Et du coup, il faisait même plus visiter, quoi. Ouais, Donc, il avait rendu les armes. on se retrouve à sauter la barrière, à visiter le truc. Et vraiment, une visite incroyable. Tu as l'impression d'être enfin, c'est Pompéi le truc, quoi. Ouais. Il y a des pierres sculptées partout, il y a des couloirs avec des arches, Mmh. et par contre, la nature a repris le Ouais. le dessus. Tu vois des traces de champignons, de machin. Tu Mmh. sens que C'est ça va Jumanji, être quoi. une belle Ouais, ouais, galère, ouais, quoi. ouais. Et quand on ressort de ça, on a quand même, les yeux qui brillent, tu vois? Mmh. Mais le garde probablement le garde-chasse avait pas apprécié qu'on se gare en face. Ouais. On savait même pas, on pensait que c'était une voie commune et il avait enfermé notre voiture, avec une barrière, et un cadenas. D'accord, OK. Donc notre voiture enfermée dans un champ. On se retrouve à Moi, j'avais un avion le lendemain matin à 6 heures, Ouais. heu et il fait nuit. Il est genre 21 heures. Ouais. Et là, parce que les visites, à chaque fois que tu fais une visite, c'est 5 heures, quoi. Oui, ça dure Ce sont longtemps, des ouais, bien domaines sûr, de c'est 10, ouais, 20 hectares. ça dure pas Tu 5 essayes de minutes. tout voir et tout. C'est pas la petite visite Ouais, qui veut, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Et donc là, on essaye de traverser le champ avec la voiture, en 4x4. On s'embourbe, on Ouais. tire la voiture, on la ressort. Martin, en plus, il sortait de chez BFM. Il était en costume. On était passé acheter des bottes chez Decathlon, donc il était en costume bottes, Ah, tu vois. Boris, qu'est-ce que tu me dis? Aïe, aïe, aïe. Et on finit par sortir la voiture. On trouve une barrière qu'on arrive à soulever, à sortir, voilà. Et après, on arrive et on tombe en panne à la station essence, tu vois. Ah ouais, En arrivant, quoi. Vraiment, c'est c'est histoire de fou. c'est histoire de fou. Donc voilà, ça, c'est les petites aventures qu'on a vécues avec Martin, Bah, ça rapproche, quoi. 15 fois Bien sûr, ouais. avant de trouver la pépite. Où un jour, on arrive en Sarthe, on tombe sur une bâtisse du 13e, 14e siècle. Ouais. Et tout est aligné. Tous les critères qu'on avait vraiment, pour lesquels on avait annulé les autres, Ouais. on fonctionne, quoi. Les voisins sont suffisamment loin. Il y a une grande salle de 180 mètres carrés où tu peux faire de la réception. Il y a plusieurs bâtiments, ce qui facilite la distribution sur les couchages. Ouais. Il y a des beaux salons. Il y a une histoire.
Il y a les emblèmes de la famille qui sont gravés partout. Hmm. Puis il y a un moulin en ruine qui permettrait de faire sa propre hydroélectricité un jour. Une rivière qui s'étend sur quasi 1 kilomètre où tu pourrais faire des petites cabanes, cabanes en bord de rivière. T'es propriétaire des deux côtés de la rivière. Bref, des ruches dans la forêt. On se dit, on a un truc là. Il y a des charges, il est bien rempli, quoi. On voit qu'il y a du boulot aussi, Ouais. qu'on va jamais s'ennuyer. Et moi, ce qui me plaît là, c'est de me dire, ok, je repars pas sur une nouvelle coloc. Ouais. Je vais pouvoir, oui, je vais galérer. Je vais apprendre à passer un bâtiment en ERP. Je vais apprendre à m'occuper de moutons. Je vais apprendre à rénover du monument historique. Pour ceux qui ne savent pas, ERP, c'est établissement recevant du public. Donc, dès que tu as des salles de réception ou plus de 15 couchages dans un bâtiment, tu dois avoir des systèmes d'incendie, des systèmes d'accès PMR, donc personnes à mobilité réduite. C'est ça, c'est ce que je vais dire, tu as du PMR obligatoire. Exactement. Et c'est chiant, pour info. Ah bah c'est chiant, mais ERP, PMR, c'est l'enfer. Le PMR, à la limite, quand tu as des rez-de-chaussée assez grands, c'est pas grave, c'est une salle de bain plus grande et des couloirs un peu plus larges. Oui, c'est ça, c'est des petites poignées pour te relever dans les douches, des petites choses comme ça, bien sûr. Hein. Les ERP avec les systèmes d'incendie, sortie de secours, on a doublé quasiment toutes les cloisons pour que ça soit coupe-feu. Ça, c'est des coûts importants. On a une console de sécurité à incendie qui nous a coûté 53 000 €. Donc voilà, c'est ce genre de truc qui avec obligation d'avoir un gardien 24/24 pendant tes séminaires. Donc là, tu arrives sur vraiment un autre niveau. Et je le fais parce que déjà, c'est un chouette projet, que c'est une belle opportunité, que j'ai envie de faire un projet avec Martin, mais aussi pour avoir à raconter des choses sur le podcast, quoi. C'est tout un écosystème, finalement. Ah ouais, tu te dis ça quand tu te dis je pars sur un projet de cette ampleur, tu penses déjà aussi au contenu de ton podcast? Ouais, parce que moi, j'ai pas envie d'arrêter mon podcast, tu vois. Je pense qu'il sera là dans 5 ans encore, tu vois. Et là, en fait, tu peux parler moi, j'ai des travaux pour les 10 prochaines années à raconter. Donc on a créé une page Insta qui s'appelle Château Story où on raconte les histoires. Et d'ailleurs, on a fait 30 000 abonnés en un an et demi. Comme quoi, le patrimoine, ça plaît. Bien sûr. Et en plus, on apprend de mieux en mieux à raconter ces histoires. On a une vidéo avec un souterrain. On a un souterrain sous le château avec des tunnels. Et ça passionne les gens. Bah ouais, c'est ça, c'est tout. Mais tout ce qui est nouveau, ça attise la curiosité de fou, ça marche bien. Ouais. C'est incroyable. Mais du coup, vous visitez ce château, c'est le coup de cœur. En termes de coût, ça représente quoi un château comme ça? Il est affiché 800 et quelques mille euros. Ok. Et on l'achètera 780 000. 780 000. Ouais. Ok, vous achetez ça en société, j'imagine? On achète ça en société, on en profite pour créer les holdings au-dessus, une SAS qui va exploiter et une SCI qui détient les murs. D'accord, ok. Donc la partie commerciale sera exploitée par les SAS. C'est ça. Et vous estimez les travaux, tu m'as dit, pour les 10 prochaines années. C'est quoi les travaux? C'est quoi les montants? Comment vous organisez la stratégie? Parce que là, on parle de réception. Il y a aussi des couchages à fabriquer. Donc, j'imagine qu'il y a même des petits gîtes atypiques. On va développer un peu ça. Mais ça va se faire step by step, j'imagine. Exactement. C'est quoi votre priorité à rénover, à investir? Parce que j'imagine que vous faites un plan un petit peu d'étape pour que ça puisse déjà générer un petit peu de revenus, non? Ouais, on peut pas donner une enveloppe globale parce que je pense c'est un projet où tu réinvestis beaucoup et jusqu'à atteindre un certain niveau. Il faut se dire qu'il y a un château où il y a déjà 15 couchages et où jusqu'à 15 couchages, tu es en habitation, donc tu n'as pas trop de soucis de RP, etc., qui est déjà loué. Donc ça, c'est sympa parce que ça permet de commencer à payer le crédit et c'est chouette d'avoir ça. Typiquement, si on reprend le cas de l'abbaye, le gros problème, c'est pas tant le coût de la rénovation, c'est plutôt le temps de rénovation. Si tu dois faire 3 ans de travaux avant de pouvoir faire rentrer 1 euro, il faut que tu trouves un crédit déjà avec 3 ans de différé. Et total, parce que même des intercalaires sur 800 000 €, ça fait beaucoup. Exactement. Ça fait et c'est 800 000 en plus l'abbaye a coûté 500 000, je crois. Et tu aurais rajouté 2 millions de travaux. Et en fait, c'est juste pas possible, finalement, de faire 3 ans. Les banques te suivent pas avec 3 ans de différé et un projet où 80% du prix du projet, c'est des travaux. C'est ça. Donc là, tu te retrouves avec 780 000 où tu as déjà une petite partie qui est louable. Je pense que c'est un projet à peu près à 2 millions sur
sur la phase, pour les 3 premières phases. Ok. Et là, nous, on est en fin de première phase. Ok. Qui devait se terminer fin de l'année dernière, mais qui a pris un peu plus de temps que prévu. Ouais. Donc, on a le château qui était déjà louable, qu'on a un peu rénové plutôt en homestaging. Ok, donc la partie, on va dire, qui va servir aux réceptions, elle était déjà bonne. Voilà, le château, il est pas en ruine, quoi. Alors exactement, c'est pas un château en ruine Ouais. cette fois-ci. Il y a des gens qui vivaient dans ce château. Ok, Et il y avait un gîte qui était exploité. d'accord. Alors, il était exploité, il n'avait pas été refait depuis 30 ans, etc. Ouais, bien sûr. Il n'était pas ERP parce qu'il n'y avait pas 15 Mhm. plus de 15 couchages. Donc, nous, on passe ce gîte de 15 à 38 couchages. Donc, on refait des gros travaux. Ça, c'est notre phase 1. Ok. Et on s'attaque à ce gîte-là parce que c'est la seule partie qui n'est pas inscrite au monument historique. Donc, voilà, en France, on a des bâtiments qui sont classés, des monuments ou des bâtiments qui sont inscrits. Et en fonction de ces classifications, il faut, d'un point de vue administratif, il y a des vraies demandes à faire, même sur des intérieurs, même sur des peintures intérieures. C'est ce que j'allais dire. Il y a un niveau de contrainte de demande administrative dans un château qui doit être tout autre que quand tu achètes une colocation complètement. Seine-et-Marne, quoi. Ouais. C'est là que je suis content d'avoir Martin qui fait ça très bien, mais c'est hyper chiant. Hein. C'est des permis de construire. Je crois qu'on en est au 3e. Du coup, sur ce gîte, on n'en avait pas besoin, donc on commence là-dessus. Et d'ici le mois de mars, là, on a du coup 38 couchages, qui seront plus les 15 couchages du gîte, du château. Ce qui nous permet déjà de louer pour des beaux séminaires, des anniversaires, etc. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et la phase d'après, ce sera la salle de réception, qui est aujourd'hui une grande grange, mais c'est de la pierre et de la terre battue au sol. Ouais. Donc il faudra couler une dalle, faire un truc ça. sympa dans le pigeonnier. On a un immense pigeonnier avec 600 boulins, 600 trous pour des pigeons dedans. Et donc ça, ce sera la phase 2025. Et 2026, on fait une phase plutôt de montée en gamme du château pour que voilà, d'ici fin 2026, on puisse accueillir tout type d'événements. Ouais. Ok. Et vous vous attendez à quoi principalement de l'entreprise? Vous allez faire du mariage, du baptême, ou vous allez être un peu sur les deux fronts? On était parti pour faire de tout, et je pense qu'on fera de tout. Ok. Moi, ce qui m'excite le plus, c'est quand même faire venir des gens ou des entreprises et de faire des expériences très immersives. J'aime beaucoup, voilà, toi, tu es dans l'atypique et je pense que ça te parle aussi. Là, il y a des possibilités de faire des thématiques autour de la reconnexion avec la nature, avec le bien-être. Et moi, j'ai envie que les gens qui rentrent dans ce château, ils en ressortent un peu différents. Il faut qu'ils aient appris un truc et qu'ils aient vécu une expérience marquante. Donc, je pense que dans les activités proposées, on va bien innover. Et j'aime beaucoup le monde de la formation aussi. Et donc, potentiellement faire de la formation autour de la création de contenu, de l'IA. Essayer vraiment de plugger de connecter du business sur de l'immobilier. C'est un truc qui m'a toujours plu, quoi. Plus tu rajoutes ce rendement entrepreneurial, plus tu peux faire des projets chouettes, quoi. Ouais, bien sûr, ça ramener des connexions avec le château, c'est intéressant ça. Ok, et du coup là, vous en êtes où? Enfin, tu m'as dit fin mars, vous avez déjà de la clientèle en attente, c'est déjà parti, il y a déjà des résas, ça commence comment? Ouais, pour le coup, on a, avec Instagram et les 30 000 followers, on n'a pas parlé du financement, mais on a fait financer en crowdfunding avec la communauté, avec les auditeurs du podcast. Ok. Donc du coup, en fait, Pas de banque du coup sur ce projet? on n'a pas mis de banque, ouais. Ah ouais. On n'a pas mis de Et banque. vous arrivez à lever autant avec du crowdfunding? C'était pareil, c'est un peu un concours de circonstances, mais on est en 2023. On a signé, ça fait 1 an qu'on est en train de faire les plans, etc. Les propriétaires commencent à un peu s'impatienter. Et on leur explique que c'est quand même une vente longue, hein, et Oui, bien sûr. il faut qu'on le trouve. Un an entre la signature et le financement à peu près? Non, même pas tant finalement. On visite en avril, on signe le compromis en juin, et on sera propriétaire le 22 décembre. Ok, donc on va dire un process complet d'avril à décembre, quoi. C'est ça. C'est important qu'on se rende compte un petit peu de ça, parce que souvent les gens ils veulent tout en 2 jours, tu vois. Mais non, ça s'acquiert pas non, comme ça. Des complètement. projets comme ça, faut le réfléchir, ça se prépare, on fonce pas tête baissée, quoi. C'est ça. Ouais. Et entre-temps, on trouve un prêt bancaire qui nous est retiré après signature. Et on a envie de quand même continuer le projet. Donc, avec Martin, on ne baisse pas facilement les bras. On cherche des solutions. Il nous reste 1 mois avant la signature. On se dit, OK, on fait du crowdfunding. Donc là, et en plus, c'était l'opportunité de te faire rentrer
des gens. Donc, on a fait rentrer des invités. On a cédé 22% du capital. Ah oui, vous avez cédé des Ouais. parts. 22% du capital qu'on a cédé plutôt à des investisseurs chevronnés ou qui pouvaient nous aider. Donc, des grands entrepreneurs, des influenceurs type Bruno Maltor, par exemple. Ok. Des gens qui travaillent sur mon ami Axel qui travaille sur du séminaire, Romain qui travaille dans le vin. On se dit, voilà, en fait, on se constitue un peu notre équipe Ouais, bien sûr. pour Ouais, que ça c'est avance. ça. On valorise le projet à 2 millions d'euros. On lève 550 000 euros, du coup, pour 22% du capital sur une première levée. Ouais. Ça permet même pas d'acheter cette somme-là. Oui, bah oui, c'est ça. Et du coup, il faut une deuxième phase qui te permet d'acheter, une deuxième partie de financement qui te permet d'acheter et de lancer la première phase de travaux, voire de terminer même cette première phase. Et là, on fait un crowdfunding obligataire. On passe par la plateforme Brix. Ok, tu passes par Brix, ouais. Et avec qui on trouve un deal, vu que c'est moi qui ramène les investisseurs et j'ai ma communauté. On fait en sorte d'avoir un code où ils puissent investir en avance. Et on fixe un taux d'intérêt à 7%. Donc, on rémunère les gens à hauteur de 7%. Et on lève 690 000 euros en 3 jours. 5 jours avant la signature officielle, avec les clauses qui étaient déjà levées et tout. Bon, bref, c'était vraiment la semaine le plus gros rush de ma vie. Quoi. Gros rush, tu m'étonnes. Normalement, le crowdfunding, c'est un mois. Et nous, on avait 72 heures. Quoi. Nous, on avait 3 jours. Ouais, c'est ça, c'est pas le même délire. Et il a fallu qu'on charbonne, qu'on communique. Et on a eu de la chance d'être suivi. Et il y a beaucoup de personnes qui ont communiqué. Ouais. Ça a fait un peu de bruit dans la presse, des articles de West France, etc. Et on a fini par lever avec ça. C'était le pire moment pour lever, c'était juste avant Noël. C'était une période bien morose. Honnêtement, il y avait à ce moment-là, tous les projets de crowdfunding qu'on voyait autour, ils étaient quasi à l'arrêt. Ouais. Et ils se finançaient pas. Et on était là, oh là là. Dur. En plus, ils se finançaient pas à 10% de renta, quoi. Ouais. Et non, on y allait à 7, en se disant, allez, c'est un château. Les gens, ils vont comprendre. Et les gens, ils ont compris. Ouais. Ils ont compris le message. Et en fait, je crois que même si on n'avait pas mis d'intérêt, tu crois qu'ils seraient venus quand même ? Ils auraient pu venir. Ouais. Ils auraient pu venir parce qu'ils étaient là pour participer au projet. Ça fait 4 ans qu'ils t'écoutent sur le podcast, ça a joué, ça aussi. qui suivent tes aventures, qui machin. Là, ils ont l'opportunité de mettre 100 euros, 200 euros dans le projet. Pour rejoindre un petit peu Nous, on leur dit qu'on les invite à la soirée de lancement, tu vois, qu'on devrait faire dès que la salle de réception elle est prête. Et voilà, on met tout le monde dans la même aventure et on part pour faire ce truc, quoi. Ah, c'est dingue. Ouais, donc finalement, c'est bien. Moi, j'aime bien, tu vois, avoir toujours une vue d'ensemble et les connexions que tu as pu faire. Quand tu as commencé ta première coloc, que tu as lancé le podcast, tu savais pas qu'un jour ça pourrait te payer le château, entre guillemets, enfin te payer, tu vois, aider au financement d'un tel projet, etc. Non, complètement. Et bon, c'est des risques, hein, c'est de l'argent. Bah, déjà, c'est 4 000 et quelques euros par mois d'intérêt. C'est ce que j'allais te dire. Et c'est un contrat de 5 ans. Donc, dans 5 ans, tu dois rendre les 690 000 euros. Ouais. Puis, tu as des investisseurs qui sont rentrés au capital, à qui tu as présenté un BP et il faut le suivre. Bah oui. Mais c'est ça qui est excitant. C'est ça qui est excitant, c'est de se dire que, en fait, maintenant, quand tu réfléchis, quand tu vois des châteaux qui font des trucs incroyables. Récemment, j'ai vu un château qui fait de la dégustation de vin. Ouais. À une clientèle chinoise et américaine à 54 000 euros par personne la semaine. Et du coup, tu t'enlèves un peu ces barrières de te dire, en fait, une location, c'est toi qui fais du Airbnb, tu vois, tu as un prix à 50 euros près. Ouais, voilà. Il faut que tu respectes le marché, tu vois. Là, sur des biens qui sont à ce niveau d'atypique et de machin, tu peux, en rajoutant, évidemment, c'est plus de l'immobilier. Hein, il y a une grosse partie commerciale, là, bien sûr. Une grosse partie commerciale. Là, tu n'as plus de limite. Toi, ta créativité n'a plus de limite. Si tu fais rentrer quelqu'un dans ce château et que tu arrives à lui faire gagner 5 ans d'espérance de vie parce que tu lui as donné des méthodes, tu lui as remis au sport ou tu machin, qu'est-ce que ça vaut, en fait, finalement, ces 5 ans d'espérance de vie, quoi. Donc, nous, on réfléchit beaucoup comme ça avec Martin et pour essayer de créer des expériences chouettes à l'avenir. Mais justement, qu'est-ce qui a fait que le Jérémy de 2019 est aujourd'hui en capacité de faire ça, tu penses, toi, si tu as une petite introspection envers toi-même? Parce que, enfin, je veux dire, c'est moi qui en fais beaucoup, d'IMO, qui fait aussi un petit peu d'atypisme, c'est incomparable avec ce type de projet-là. Je sais même pas si j'aurais le cran, tu vois, de partir sur des projets comme ça, où il y a quand même une part de doute qui est quand même assez énorme, une prise de risque qui est quand même assez énorme. Qu'est-ce que tu penses, c'est quoi qui t'a permis d'en arriver là,
Au niveau du mindset, j'imagine, forcément. Mmh, 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 mmh. Ah, elle est dure cette question, Elle est dure, hein, c'est introspection. une bonne question et j'essaye de donner une réponse honnête. Il y a beaucoup de rencontres qui ont été faites. Honnêtement, les rencontres que j'ai faites sur le podcast, Mmh. quand tu vois honnêtement, il y a eu des projets plus fous que le mien. Ouais. Il y a eu des Que tu as projets vu plus fous passer, ouais. que j'ai vu passer. Et je trouve que tu as beau suivre toutes les vidéos que tu veux, euh, ou les formations, ou suivre Mmh. des formations, etc. Tant que tu n'as pas vraiment rencontré les gens, des gens qui l'ont fait, tu te, tu te dis que c'est pas possible ou que peut-être qu'ils ont eu tel avantage que toi t'as pas, etc. Et qu'au final, du coup, c'est pour ça que ça va se planter. Et là, en fait, en rencontrant j'ai rencontré 180 investisseurs IMO qui ont tous leur histoire. Il y en a qui ont. J'ai eu des femmes, des mamans solo qui achetaient un immeuble et qui arrivaient à s'en sortir et à se sauver grâce à ça. Ouais. Et j'ai eu là, la semaine prochaine, j'ai un gars qui a acheté pour 1 milliard d'immobilier. Et il est, je sais pas l'âge qu'il a, mais franchement, je crois qu'il a genre 40 ans, tu vois. Ah oui, il est pas si vieux, en fait. C'est ça le pire, là. C'est ça le pire. Et donc voilà, quand tu te dis que lui, il a acheté pour 1 milliard à 40 ans, moi, c'est dans 10 ans. Ouais, ouais, c'est ça. Finalement, tu te dis qu'en fait, lui, il a pris des Lui, risques. il a pris des vrais Lui, il a risques. pris... et je te parle d'une famille, il a père plombier comme moi. Ah ouais. Et il a fait ça juste avec son frère. Ils ont acheté, quoi. Et je vais découvrir son histoire Mmh. sur Ça fait un bail, ça sortira bientôt. Mais donc voilà, c'est ça le, le truc, c'est vraiment de rencontrer des gens qui ont fait ces choses-là. Je pense Mmh. que moi, c'est ce qui m'a le plus motivé. OK. Ouais. OK, intéressant. Et du coup, pour terminer un petit peu sur la partie atypisme, vous avez envie de créer des logements un petit peu atypiques. Vous avez quoi en tête là? Tu m'as parlé d'une petite rivière, d'un petit moulin. C'est quoi un petit peu ce qui sort de vos cerveaux là, un peu en termes d'atypisme? Ouais, bah pour le coup, si tu veux, je te donnerai des images. Je sais pas si on arrive Eh ben, on pourra les mettre sur YouTube, comme ça les ça. gens les verront. On pourra Ouais, voir sur je te YouTube. ferai Ouais. incruster ça parce on a des idées de cabanes. En fait, t'as la rivière sur le bas Ouais. et c'est très pentu comme ça. Donc l'idée, ça serait de faire pas de la cabane dans les arbres, mais de la cabane pilotis comme ça, Pilotis, ouais. avec terrasse qui donne un peu sur le vide et la rivière. Et après, petit chemin où chacun a sa petite barque et peut aller, ou son paddle, ou Ouais, son ouais, ouais. canoë, et peut aller se faire sa balade directement sur la rivière, quoi. Ah ouais. Donc, et on pourrait en mettre 15 en les mettant tout à 50, à 500 mètres Oui, c'est ça, à c'est 50 mètres facile. les unes des autres, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, tu aurais un truc vraiment, vraiment sympa. Dans le moulin, tu as un moulin qui donne sur une cascade, donc tu pourrais avoir un hébergement atypique avec une vue sur la cascade. Ouais. Euh, Dans le pigeonnier, on imagine peut-être mettre un filet en haut et essayer de créer une petite chambre. Alors là, au niveau des archives des monuments historiques, c'est pas évident. Ouais. Mais il y a Ils contrôlent même du coup dans le type de produit comme ça. Ah oui, oui. À l'intérieur. Ah, il y a C'est même pas comme l'intérieur. nous, on a l'habitude, c'est ABF, c'est pour tout ce qui est les façades, les fenêtres, les Exactement. volets. Là, c'est même Bah, l'intérieur tu du coup. t'imagines un peu des ABF, mais à l'intérieur. Ouais. En gros. Je pense que c'est une bonne Ouais, présentation moi de je la vois chose. bien, mais ouais, pour se dire que voilà, pour que l'audience se rende compte que oui, c'est possible qu'on Ouais. puisse contrôler même ce que tu fais à l'intérieur de chez toi. Ah, typiquement sur les Velux, on s'est fait embêter parce que il dépassait d'1 centimètre de trop Ah, de la toiture, mais c'est pas visible à l'œil nu. oui, oui. Ils Allez. viennent contrôler sur le terrain. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est pas visible à l'œil nu, mais c'est comme ça. Ouais. Et là, du coup, à l'intérieur, tu te retrouves à avoir ça aussi. Et c'est normal, parce qu'en vrai, j'ai des parois ou des choses qui ont été gravées dans les murs, etc., Ouais. qui ont 800 ans. Ça serait dommage Bien de sûr. foutre du plaque au-dessus, quoi. Mais du coup, il y a une phrase que tu m'avais dit en off qui m'est restée, c'est que tu m'as dit finalement on n'est que de passage dans ce château, quoi. C'est un Oui, peu ça. Même si tu l'achètes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ah, c'est scandaleux, je suis propriétaire, j'ai quand même mis 800 000 balles dedans quasiment et je peux pas faire ce que je veux. Toi, tu as quelle vision par rapport à ça? Tu trouves ça normal? Du coup, toi, tu m'avais dit que tu que de passage, quoi. j'ai découvert un nouveau monde avec ce château, qui est le monde de la noblesse, hein, de la noblesse française. Honnêtement, tu vois les seigneurs qui sont passés dans ce château. On a acheté à une dame exceptionnelle qui a un château 2 fois, 3 fois plus grand à côté, la comtesse de Madame du Pérou. Donc maintenant, on fait des apéros avec la comtesse. C'est absolument génial. Ouais. Elle pète la forme, elle a 90 ans. Ok. Et elle connaît toute les histoires Bah, tu m'étonnes. qu'elle te raconte. Et c'est elle qui nous a sorti cette phrase pour la première fois en disant bah, en fait, on est que de passage. Elle, dans son château, elle a des
des petites pièces secrètes, des petits coffres Mmh. dans certains murs qu'elle n'a pas ouverts. OK. Parce qu'elle dit: «J'ai suffisamment découvert de choses dans mon château et je veux que les personnes Le qui arriveront après prochain moi et encore des découvertes. aient encore des découvertes», tu vois? Incroyable. Et moi, je me suis dit: «Bah, attends, moi, j'arrive dans un truc comme ça, Ça j'ouvre tout, ça j'ouvre tout, on sait jamais, quoi, OK». Pas un petit tableau qui se Ouais. Qui aura un peu de valeur, petit lingot qu'on traîne. et ça m'a beaucoup fait, réfléchir ma relation au temps. Ouais, Ah, ma ah. relation au temps et en effet, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on rend ce projet complètement open source, le château. Ouais, Je pense que ça va être le premier château, sauvé grâce à internet, quoi. ouais, On avait un château qui demandait quand même 1,5 million de rénovation. ouais. Je sais pas si on se rend compte de la vitesse à laquelle les bâtiments ils se dégradent, mais typiquement le moulin, on a le moulin qui est en ruine. On a des photos d'il y a 25 ans où le moulin est en parfait Il est état nickel. et ils s'en sont pas occupés. Et en 25 ans, aujourd'hui, c'est des pierres au sol, quoi. Ah la vache, ça va vite, Et, hein. et là, du coup, on avait un château où il y avait des gens dedans. Donc, à chaque fois que tu as une tuile qui part sur un château de 800 ans, autant vous dire que les tuiles elles tiennent pas très bien. Ouais. Quand la tuile elle part, infiltration d'eau. En une semaine, tu as la poutre qui est mouillée. En un mois, tu as la poutre qui est trouée. Ouais, En un an, la charpente elle peut s'effondrer, tu ouais, vois. ouais, ça va vite, hein. Et on se rend pas compte à quel point ça peut Mmh. aller vite. Et du coup, bah, il faut que des personnes euh, reprennent ces bâtiments, les fassent vivre. Soit c'est des personnes qui vivront avec leur famille, mais malheureusement, vu les coûts d'entretien, tout le monde ne peut pas se le permettre. Pas grand monde peut se le Ouais, permettre. bien sûr, ouais. Soit c'est des personnes qui trouvent des exploitations un peu originales comme nous. Ouais, ouais. Et du coup, nous, on va sauver ce château avec Internet. C'est On va les dingue. sauver en faisant des formations de création de contenu, d'IA, en La les faisant financer la par des... dualité temporelle entre un château qui va être sauvé par l'IA, c'est C'est ça. incroyable, hein. Et d'ailleurs, j'ai eu une phrase d'un autre châtelain qui m'a bien marqué aussi, qui disait que les châteaux à l'époque, quand on a construit Versailles, Ouais. c'était l'incubateur de l'époque en fait. C'était le plus grand showroom d'Europe. Les Mmh. gens venaient du monde entier à Versailles pour voir quelles étaient les innovations en termes de sculpture dans le marbre, Ouais, ouais, en bien termes de sûr. peinture, de machin. Et c'était ça l'innovation. Ouais, ouais. Le château était le lieu d'innovation. Et du coup, on aime bien reconnecter avec cette Ouais, histoire-là l'idée, ouais. et se dire qu'en fait, dans nos châteaux, il peut se passer de l'innovation, quoi. Ouais, Et, incroyable. et si tu arrives à... La plupart des châteaux aujourd'hui, c'est quand même géré par des grandes familles Ouais. qui sont des familles nobles qui n'ont pas forcément un sens aiguisé du business. Mmh. Ils ont vécu de rente principalement. Et du coup, là, parfois, c'est même mal vu. On a rencontré certains châtelains chez qui c'était mal vu de faire du business, quoi. Mmh. Et du coup, bah, tu te retrouves à avoir... À un moment, ils n'ont pas le choix, donc ils font comme les autres, des projections de lumière sur les murs, Mais avec des spectacles à 8 euros. En fait, tu fais pas, tu fais une toiture, ça coûte, si je devais refaire toute ma toiture, ça serait 500 000 euros. oui, voilà, c'est ça. C'est pas avec des spectacles de lumière que je vais le Que tu faire. payes ta toiture, ouais. Donc là, trouver des nouveaux business models qui fonctionnent. Typiquement, aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont prêtes à investir dans l'IA, dans la création de contenu, etc. Et plutôt que de le mettre dans mes poches, de le mettre dans de la rénovation du Ouais. patrimoine, moi, ça me parle de fou, quoi. OK. Voilà. Incroyable, incroyable, exceptionnel. Un épisode, incroyable. J'ai une dernière question quand même pour toi, Jérémy, que je pose à tout le monde. Si tu avais un conseil, ton conseil le plus authentique à donner à quelqu'un qui veut se lancer, peu importe dans quoi, ça serait lequel? Bah, si c'est par exemple dans la création de contenu, je crois que c'est justement d'être authentique. Ouais. Je vois encore trop de personnes qui se lancent, même dans le podcast, qui préparent une liste de questions, qui posent. J'ai rencontré des podcasteurs qui ont fait 150 épisodes. Depuis 150 épisodes, ils posent les mêmes questions à leurs invités. Incroyable. Et c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Honnêtement, il faut pouvoir montrer vraiment votre vraie nature, votre vrai ton de voix. Si vous avez l'habitude de raconter des conneries et de dire des gros mots en terrasse avec vos potes, Ouais, je vois ce que et tu ben veux dire. vous faites-le aussi. Faites-le dans le business, faites-le dans. Vous allez, il y a une grosse partie des gens qui vous suivront pas parce ils se sentent pas de faire Ouais, c'est ça, ils vont pas des se choses avec connecter, vous. ouais, bien sûr. Mais par contre, ceux qui vont bosser avec vous, bah, ce sera des personnes avec qui ça va super bien se passer. Mmh. Et donc voilà, visez. En fait, ça va nicher naturellement les gens avec qui vous allez travailler, les choses que vous allez faire. Donc voilà, hyper important je pense, d'être soi-même, d'être authentique. Mmh. Moi, c'est ce que je me force à faire sur Ça fait un bail depuis le début. Ouais. Et je me suis jamais travesti face à
face à quelqu'un qui avait justement des milliards en patrimoine ou qui démarrait. J'ai eu j'ai eu des alternants qui avaient réussi à investir sur un premier projet et j'ai eu des milliardaires, quoi. Et du coup, deux opposés, quoi. et je les ai toujours tutoyés, les deux, en leur demandant avant s'ils sont OK. Et voilà, je pense que le but, c'est d'être soi-même. Tu as un bon sujet et tu as ta personnalité. Tu fais le croisement des deux et en général, ça se passe bien, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, on m'a toujours dit ça. Faut pas plaire à tout le monde, vraiment pas. Il faut surtout pas plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Il faut prendre position, qui tu es. T'en as qui vont te suivre, t'en as qui vont pas te suivre. Et c'est le jeu. Et j'imagine que sur tes maisons troglodytes, c'est pareil. Tu as dû en avoir des gens qui t'ont dit attends, dans une grotte, ça doit être humide, machin, bidule. Bien sûr. Et bah, c'est pas grave, tu viendras pas en fait. Il y en a même qui ont peur, jamais j'irai, j'ai trop peur. Ma propre mère me dit je pourrais jamais dormir dedans. J'ai trop peur si ça s'effondre. Alors qu'elle sait qu'on a fait le confortement, que tout est fait, que les études géologiques, etc. Mais non. Et puis il y en a même qui nous disent c'est nul, c'est glauque, etc. Mais c'est pas grave, comme tu dis, tu viendras pas. Et de toute façon, c'est bien assez complet comme ça avec les autres qui ont envie de vivre l'aventure. Et puis à côté, des personnes qui trouvent ça exceptionnel. Bon, on va raconter ça sur Ça fait un bail. Ouais, super. Merci beaucoup, Jérémy. C'était un épisode incroyable. J'ai vraiment pris plaisir. C'était super cool. Merci à toi. On peut te retrouver où, du coup, si on veut te suivre un petit peu toutes tes aventures? Instagram, Ça fait un bail. Ouais. YouTube, LinkedIn, Jérémy Nabet. Et pour les aventures du château, c'est Château Story. Ouais, on mettra tout ça de toute façon en description sous les vidéos. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super cool. Et les amis, on se retrouve dans un prochain épisode d'Authentique. Ça sort tous les mercredis midi. Ciao, ciao.